Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de mes œuvres du mois, celui du mois d'août. On est encore et toujours le 21 septembre. Si vous avez vu l'épisode de juillet, cette date ne vous est pas inconnue puisque c'est le jour où j'ai commencé à reprendre les enregistrements en masse. Aujourd'hui, j'ai parlé de 14 œuvres pour enfin terminer l'épisode du mois de juillet. Et là, on a 30 œuvres dont on doit parler pour terminer le mois d'août. Donc on a encore du boulot. Dans tout ça, on a 2 œuvres que j'ai adorées, 2 œuvres que j'ai détestées, et le reste, ça balance entre les deux. Pour une moyenne de 3,37 sur 5, vu que les notes sont comprises entre 1 et 5, en gros, vu que je note S, A, B, C, D, assez logiquement. N'hésitez pas à me partager les œuvres que vous avez découvertes courant du mois d'août, ou à me dire ce que vous avez pensé des œuvres dont je vais parler aujourd'hui, bien évidemment. N'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch quand je suis en live, ce qui pourrait peut-être arriver un jour, on sait pas, ou à regarder d'autres de mes travaux, y a pas de souci. Et on va pouvoir démarrer, hein. Tout d'abord, j'ai lu 3 comics, comme tous les mois, c'est-à-dire que je continue ma découverte de l'univers Marvel en comics, avec la collection Marvel Must Have. Et c'est une collection qui est plutôt sympathique, puisque Marvel choisit un peu leurs histoires parmi les histoires les plus grandioses de leur édition depuis 50 ans. Et ce mois-ci, c'était plutôt bon. Pas le premier, mais les autres étaient bons. Parce qu'on a commencé par Deadpool Poursuite circulaire. En soi, c'est pas pire que le film, mais ça on en reparlera incessamment. Petite pique gratuite dès le début. Mais c'est particulièrement vide. On va pas se cacher. Et c'est un petit peu dommage. Parce qu'au final, on a 4 chapitres, ce qui est très peu pour développer beaucoup de choses, on va pas se le cacher. Le volume est assez mince, mais en même temps, vu que c'est juste une course-poursuite globale, entre plein de tueurs à gages qui essaient tous de récupérer une arme très dangereuse pour leur pays, pour contrôler le monde, pour sauver et empêcher d'autres gens de l'avoir. Bref, il y a plusieurs raisons. Tout le monde se poursuit pour le même objectif. Le problème, c'est que tout le monde, ça veut dire beaucoup de monde. Et comme il y a beaucoup de monde, eh ben, certains n'ont pas le temps de présenter leurs enjeux, ni leurs motivations, et sont donc dégagés facilement et rapidement, ce qui limite quand même un peu leur intérêt. Ce qui est très dommage. Et même le personnage de Deadpool est pas vraiment un point fort. Tout le reste est très sérieux et assez prise de tête, donc ça pourrait être un peu différent et un peu pertinent. D'autant plus s'il joue plutôt bien avec le 4ème mur. Mais au final, il est pas très drôle, ni pertinent. Et même le 4ème mur, il s'en sort pas très bien. Donc ça le rend très limité, parce qu'il est un peu basé que sur ça pour son intérêt. Et là, si les éléments particuliers du personnage le font pas ressentir en bien du tout, c'est compliqué pour s'y accrocher. Le personnage est donc désagréable, il fait des rêves dans tous les sens, à tout et n'importe quoi, mais de manière pas pertinente. Mais en même temps, c'est la première aventure solo de Deadpool, donc ça ajoute un peu des trucs à son lore, sur sa mutation, sur ses personnages particuliers, donc le nerd qui le suit. Donc pourquoi pas, mais comme c'est 4 chapitres et que c'est très rapide dans l'ensemble, c'est compliqué d'installer les personnages en même temps. Donc au final, on a une histoire qui est plutôt ok, plutôt basique, plutôt simple, alors qu'il pourrait faire beaucoup, mais genre beaucoup plus théoriquement, et c'est très dommage quoi. Derrière, de manière assez rigolote, vu que je les découvre dans l'ordre chronologique de leur sortie, j'ai lu Wolverine, la mort aux trousses. Ce qui est rigolo, c'est d'avoir enchaîné Deadpool puis Wolverine, quelques jours seulement après avoir vu le film Deadpool et Wolverine au cinéma. C'est hilarant quand même. Et c'était déjà beaucoup mieux que Deadpool, parce que le personnage est plus intéressant.
Parce qu'en vrai, c'est plus sympathique. On suit un Wolverine qui est vieux et fragile, qui a plus d'adamantium, et qui en plus est contre un assassin légendaire qui connaît tous ses vieux secrets, puisqu'ils s'étaient rencontrés dans le passé, il y avait beaucoup discuté autour de quelques verres d'alcool au bar, ce qui fait qu'il est faible physiquement, faible mentalement, face à quelqu'un qui le connaît par cœur et qui connaît toutes ses méthodes et comment l'embêter, et sans son corps d'adamantium. Autant dire que pour une fois, il est plus proie que prédateur, et c'est très intéressant comme retournement de situation pour faire varier les choses et raconter des propos intéressants avec un personnage qui est normalement très sauvage et assez limité. Son adversaire est trop cool, bien qu'on le voit très peu dans le temps présent et beaucoup dans les flashbacks, qui expliquent à quel point et pourquoi il connaît Wolverine. Il est trop fort, il sait ce qu'il fait tout le temps, il arrive à deviner la moindre action de Wolverine, la moindre réaction de celui-ci, et c'est trop cool. Il le rend plus animal, parce que plus il est traqué, plus il retourne à son instinct primaire, il lui ment, il le force à se venger, il essaye de rentrer dans sa tête le plus possible pour le faire devenir comme lui. En mode, toi aussi t'es un tueur du même niveau que moi, t'es monstrueux, t'es trop fort, t'es trop malin, vas-y, tue-moi. Ce qui est une façon de fonctionner très étrange, mais qui marche bien comme construction globale. C'était très prenant, très intéressant, ça se lit super vite parce que ça reste quand même de l'instinct animal qui se fait contrôler par le chasseur. Et même le final est plutôt sympathique parce que c'est pas vraiment une victoire du héros, hein. Il s'est débarrassé de son adversaire, bien sûr, mais de là à appeler ça une victoire alors qu'il a été contrôlé tout du long et que ça prouve juste que lui aussi ça peut être un monstre assassin sanguinaire qui se laisse un peu avoir par ses pulsions, c'est pas non plus des plus glorieux, on va pas se le cacher. Mais dans le propos, c'est trop cool, donc bravo. Bravo. Et enfin, on a fini cette partie comics avec Marvel 1602, qui était excellent. Mais genre vraiment, j'ai passé un trop bon moment. Le tome est assez long, parce qu'il est bien rempli, mais il est très cool quand même. Parce qu'en fait, le but c'est de rendre honneur au premier héros Marvel, parce que maintenant il y en a beaucoup trop, donc il fallait prendre que la quelques vingtaine de premiers, ce qui est déjà pas mal quand même, hein, évidemment. Pour tous les ramener en 1602, mais de manière pertinente, pour reprendre leur rôle et leur message, mais à une autre époque avec une autre construction. Donc il y en a qui deviennent les symboles de l'Amérique, mais d'une autre façon, t'en as qui deviennent les espions de la reine, t'en as qui deviennent des sorciers, assez logique pour les jeunes dissidents qui rentrent pas dans le moule et qui ont des pouvoirs. 4 légendes qui représentent les différents éléments. L'Inquisition, des infiltrés un peu partout, il y a plein d'idées trop cool, qui marchent très bien. Et en plus, c'est parfaitement justifié par l'auteur, parce qu'on a le droit, et en préambule, et en post-scriptum, à des notes de l'auteur, qui parlent beaucoup de l'effort qu'il a fait pour choisir les personnages, et pour les faire pertinents, et bien implantés dans un univers de 1602. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas Iron Man, par exemple. Ils ont pas fait « Oh, on met tous les vieux comme ça », ils ont réfléchi. Iron Man, pour le ramener en 1600, comment tu fais ça? Il faut être riche et avoir beaucoup de technologie. C'est pas possible. Et c'est trop agréable de voir des choses justifiées, expliquées et pertinentes. L'épisode Marvel 1602 présent dans la saison 2 de Marvel What If était un des meilleurs de la saison, parce qu'en même temps la saison était un peu en dents de scie. Mais alors, le comics est tellement largement au-dessus, c'est beaucoup trop bien. Et même l'intrigue en elle-même, elle fonctionne plutôt bien, avec le futur roi, qui essaye de un peu tuer quelques personnes pour prendre la place, avec l'Inquisition qui fait un peu tout et n'importe quoi, vu qu'il y a des gens bizarres dans son rang, et avec la place des sorciers, évidemment, qui joue pour beaucoup, parce que les gens particuliers, à cette époque, ils n'étaient pas que mal vus et esselés, hein, ils étaient un peu brûlés en place publique et lapidés. Et même le final est super cool. J'ai mis très longtemps à comprendre qui était ce personnage-là, parce que celui dont le nom et le physique avaient le plus changé, mais j'ai été un peu con de pas y avoir pensé, c'était évident au final. Et son action pour la liberté qu'il fait à la toute fin est pertinente avec le personnage qu'on connaît et avec le personnage de 1602,
ce qui est très très cool, pour offrir un havre de paix à tout le monde, et pour lancer plein de séries. Parce qu'à la fin des tomes de Marvel Must Have, il y a genre une frise chronologique avec les séries principales à lire avant pour comprendre, et les séries principales à lire après pour faire suite à cette histoire. Et dedans, pour la suite, il y a plein de séries annexes qui prennent leur origine dans cette histoire de 1602. On a un Spider-Man 1602, on a un Hulk 1602 je crois, et pas mal d'autres personnages qui ont le droit à leur propre série dans cet univers. Et c'est que t'es vraiment face à une grande œuvre de Marvel si ça peut ouvrir autant de voies pour la suite. Et en plus si c'est intéressant comme ça, je prends volontiers cette découverte. Nous attaquons maintenant la partie cinéma. Comme vous l'avez à peu près compris je pense avec l'épisode précédent ou celui-ci, en août j'ai commencé en étant en vacances pour la première fois depuis quelques temps. Et en vacances j'en ai profité pour aller pas mal au cinéma, puisque dans la ville de mes vacances, j'ai pris un abonnement à la salle de cinéma qu'il y a là-bas. Comme c'est une petite salle gérée par la ville, par exemple un cinéma pur et dur, l'abonnement est assez étrange. C'est 6 places à utiliser dans les 6 mois. Ce qui fait que je devais faire un tri dans toute la liste de films présents sur les 2 semaines et me choisir 6 séances. La sélection est plutôt pas mal, parce qu'au final, il y a un film que j'ai pas du tout aimé, un que j'ai trouvé très moyen, 3 que j'ai trouvé bon et un que j'ai trouvé excellent. Ce qui est quand même plutôt correct, sachant que je me suis basé à peu près sur rien pour choisir comme d'habitude. J'ai commencé en visionnant To the Moon. J'en attendais pas grand chose, j'avais vu un peu les affiches, les trailers, c'était ok, mais c'était pas non plus quelque chose que je voulais absolument voir. Et pourtant c'était un très bon moment. C'est plutôt mignon comme film, comme histoire. Et c'est pas du tout complotiste comme j'ai pu le voir à maintes reprises dans les différents avis disponibles sur internet. C'est même un petit peu l'inverse. Parce qu'en gros, le film suit Scarlett Johansson qui travaille dans la publicité et le marketing et qui pour ce faire utilise beaucoup, mais alors beaucoup, le mensonge pour pouvoir arriver à vendre plus rapidement et plus tout court. Celle-ci est approchée par la NASA pour vendre le programme lunaire de manière plus efficace et aider à avoir des fonds après les ratés des missions précédentes. Et elle va apprendre à se rapprocher de la mission lunaire et de son commandant pour apprécier l'envergure de cette mission et des hommes et femmes qui la portent, qui sont vraiment passionnés et qui prennent tout ça très à cœur, qui va la forcer justement à arrêter de mentir pour dire la vérité, parce que quand le projet est aussi magnifique, la vérité fait plus vendre. Et elle va même aller jusqu'à contredire et piéger son supérieur pour pouvoir annoncer la vérité à tout le monde. Donc, ça se voit que c'est pas complotiste. Ça explique comment ça aurait pu être faux, avec un faux tournage de l'alunissage, une fausse scène portée par ça, des fausses représentations, des fausses répétitions, tout ça. Mais ça explique que personne serait allé au bout de ça, parce que la mission lunaire, elle tient beaucoup trop à cœur, à tout le monde, littéralement. Voler à atteindre la Lune, c'était le rêve de l'humanité, les gars. Comment les gens vont en tirer autant dessus? Il y a une petite blague à Kubrick, évidemment, parce que la théorie du complot, c'est que c'est Kubrick qui aurait réalisé le film de l'alunissage. Et là, il y a un mec dans le film qui s'appelait le Kubrick de la publicité, donc c'est rigolo que ce soit lui qui fasse cet alunissage. C'est même hilarant, je pense. Mon seul réel problème avec le film, c'est que la romance entre Scarlett Johansson et Channing Tatum est un peu trop rapide et beaucoup trop détachée. Ce qui est un petit peu dommage, parce qu'en soi, rien que l'amour de Scarlett Johansson pour la mission suffisait, mais il fallait en plus obligatoirement qu'il y ait une romance avec le commandant, parce que sinon ça allait pas marcher. Mais bon, elle est pas horrible, elle est juste un peu forcée et rapide. Le casting est évidemment très bon, hein. Scarlett Johansson, Channing Tatum qui portent les rôles principaux, Woody Harrelson qui porte le rôle du supérieur qui veut absolument mentir à la terre entière
pour plus de sécurité, et qui joue un personnage très horrible. Vraiment tout le temps dans le mensonge de la manipulation et dans l'ombre, c'est assez étrange. Et il le joue bien, moi j'aime beaucoup Woody Harrelson, et c'est plaisir de l'avoir vu là-dedans. Et en plus de tout ça, il y a un traitement du traumatisme qui est pas mal, en vrai, parce que la mission précédente, où Channing Tatum était déjà aux commandes, a vu la mort de tout l'équipage de manière assez précipitée et violente, et ça fait beaucoup de poids à porter pour la suite de la mission, en fait. Et bah c'est dur de se reconstruire après ça. D'autant plus quand on te parle que de ça dans les rares interviews que tu donnes. Ce qui limite un peu les choses pour t'aider à te reconstruire. Donc ouais, cool. Plus cool en tout cas que Deadpool et Wolverine, que j'ai vu quelques jours après. Ce film est littéralement une tranche de pain de mie. Y a rien de bien à dire dessus, y a rien de mal à dire dessus, juste ça existe. Parce que, en soi, c'est pas ennuyant du tout, parce que ça bouge assez partout. Donc, au moins, tu ne pas t'ennuyer quand tu vas le voir, c'est déjà ça. Le problème, c'est que déjà c'est moche. Alors, visuellement, les différents environnements, alors qu'on est dans un univers quand même qui peut être assez libre, vu que c'est une sorte de décharge de tous les univers, est assez limité et assez moche. Le seul truc un peu visuel que j'ai apprécié, c'est le tout premier combat, avant même le générique, où Deadpool se bat avec un squelette, pas contre un squelette, hein, mais avec un squelette. Il y a un petit peu tout du blanc avec les taches de sang qui tombent partout. C'est le plus joli qu'il y a, et quelques ralentis un peu cool. Et évidemment gâché par les danses de merde, parce que au lieu de faire de l'humour de Deadpool en cassant le quatrième mur et en étant un peu impertinent avec des refs, ils le font danser. Ce qui n'est pas drôle et gâche une des rares scènes que j'aimais bien visuellement du film. Trop bien. Et en plus de ça, ça n'apporte rien à Deadpool. Parce qu'au début du film, il se fait refuser par les Avengers, parce qu'il a rien fait d'important et il a jamais travaillé en équipe. Et à la fin, il a un contact avec les Avengers parce que Wolverine et lui ont réussi à sauver un gros truc. Voilà, super. Et tous les personnages de son univers n'existent plus, parce qu'il le quitte en 3 secondes. C'est un peu ça qui casse-couille avec le multivers. Soit tu quittes les personnages établis et du coup ça raconte rien sur le personnage, soit t'en ramènes juste pour faire des caméos et ça raconte rien non plus. Et pour le premier film de la Fox qui se passe dans le MCU, ça apporte pas grand chose non plus. Alors évidemment ça fait rentrer Deadpool et Wolverine dans le MCU, que ça soit utilisable par tout et n'importe qui. Mais bon, c'est pas non plus une grosse joie. Et pour le MCU, ça raconte rien de plus. Alors c'est quand même lié à la TVA et à Loki saison 2 et 1, parce qu'il y a beaucoup de trucs liés à ça, le TVA, le coin de la décharge et le gros monstre qu'il y a dedans, principalement. Voilà. Comme j'ai déjà dit, c'est pas drôle du tout. Oh, comment j'ai pari, c'était pas drôle du tout. Paris. Et comme j'ai dit, l'intro était ok. Et par contre, ce que je trouve assez étrange, c'est que c'est vraiment genre un cahier de devoirs en fait. Pour pouvoir avoir toutes les refs et tout comprendre, faut avoir vu vraiment énormément de films et de séries. Donc au moins Loki, pour ce qui est du côté du MCU, les Deadpool, pour ce qui est du côté de Deadpool, tous les films de la Fox, pour avoir toutes les refs, les Wolverine, les X-Men, les Blade, les Elektra, tout, littéralement. Et il faut même avoir suivi les rumeurs. Parce qu'évidemment, il y avait des rumeurs comme quoi Channing Tatum allait jouer Gambit dans le film du même nom, avant que l'univers de la Fox s'arrête. Et hop, qu'est-ce qu'on trouve dans le film Channing Tatum en tant que Gambit. Ça change rien si t'as pas la ref, mais ça fait du travail en plus, pour tout comprendre. Ah oui, et faut avoir vu les films 4 Fantastiques, bien sûr, évidemment aussi. C'était pas assez sinon. Après, ça reste des rêves, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux pour avoir tous les gags, qui sont pourris en plus. Du genre, t'as le vieux Blade de Wesley Snipes qui est mode « Je suis le seul vrai Blade, et le seul qu'il y aura jamais ».
Et après, t'as Deadpool qui fait un clin d'œil à la caméra, parce que bah, il y a un nouveau Blade dans les prochains films Marvel. C'est pas très intéressant. Le seul jeu un peu cool, c'est d'utiliser Chris Evans en tant que la torche humaine et non pas en tant que Captain America. Bon, c'est utilisé 1 seconde et demie, mais c'était sympa cette 1 seconde et demie. Par contre, j'ai écrit dommage que 4 persos. Ah oui. Ok, ouais, Deadpool, Wolverine et les 2 méchants. Ce qui est assez peu, et les 2 méchants, bon, on va pas dire qu'ils sont pas intéressants et inexistants, mais c'est le cas quoi. Et le seul perso un peu cool, c'est Wolverine. En vrai. Il est cool parce qu'il est vendu comme le pire parce que tout le monde est mort à cause de lui, donc ça fait une belle culpabilité. Après, la résolution et le fait que c'était pas vraiment de sa faute et que tout aille bien, c'est un peu rapide. Mais en vrai, il était cool, donc je prends. Ensuite, j'ai regardé Twisters. J'avais jamais vu Twister, premier du nom, des années 90, mais de toute façon là c'est un soft reboot qui ne fait pas beaucoup de références au premier film, il me semble, je sais pas en être certain vu que je l'ai pas vu, hein, mais il me semble que c'est ce que j'ai lu. Et puis même c'est pas grave. Je ne suis pas du tout film catastrophe moi à la base. Les trucs grand spectacle plus à dur, c'est pas non plus ma passion de voir que de l'action, des gros trucs cataclysmiques. Et pourtant, j'ai passé un excellent moment surprise. Déjà parce que c'était vraiment super bien fait visuellement et rythmiquement. Euh, on a les tornades gigantesques partout, qui poursuivent bien les personnages et qui mettent bien dans la merde. Et j'étais vraiment à fond dedans parce que c'est très bien fait. Je me suis même rendu compte que pour la tornade de la corrida, j'étais littéralement bouche bée à un moment. Genre d'un coup, j'ai un peu pris un peu de recul quand il y a eu un petit moment de pause, je fais mais j'ai la bouche ouverte là. Ça m'a fait doucement rire parce que bah vraiment, elles sont très prenantes parce que les personnages sont suffisamment attachants pour qu'on s'inquiète pour eux dans un cataclysme aussi bien fait. Ça marche super bien. Parce que sinon, en dehors de ça, on a des histoires plutôt simples et pas passionnantes autour de traumatismes du personnage principal qui a pas eu des amis dans une tornade à cause d'elle et qui doit plus ou moins y retourner, avec des connards capitalistes qui se servent des dégâts de la tornade pour se faire de la thune, une romance, wouh, comme elle est facile, et également des changements d'avis un peu faciles et évidents, mais qui fonctionnent quand même. Et voilà, même si scénaristiquement les éléments que je viens de dire sont assez simples, basiques et évidents, ils sont largement suffisants pour qu'on suive les personnages avec de l'intérêt. Et si on a de l'intérêt pour les personnages, on s'inquiète pour eux, et on est impacté quand le grand spectacle arrive. Donc ça marche. Et j'ai beaucoup aimé l'introduction qui se passe assez tôt dans la vie du personnage principal. Parce que vraiment, elle voulait juste faire une étude pour les cours et elle a tué 3 de ses potes. Bon, c'est compliqué. Et c'est prenant dès le début du film, du coup, pour montrer la dangerosité des tornades. D'autant plus quand dans le film, après, il y a des personnages qui sont des chasseurs de tornades et qui mettent la poursuite de tornades en tant que jeu et en tant que truc pas grave. Et bon, déjà que c'est un personnage pas simple à porter, hein, d'être un youtubeur qui n'a aucun égard pour la vie de ses abonnés. Mais en plus, il est porté par un acteur que j'ai vu jusque-là uniquement dans Tout Sauf Toi, qui n'est pas non plus un excellent film. Et donc, j'ai pas une grande sympathie pour lui pour l'instant. En plus, il a un peu trop une tête de premier de la classe, là, il me dérange un peu, Glenn Powell. Parce que, bon, les comédies romantiques avec lui, bof bof, hein. Mais on en reparlera pour le mois de septembre. Teaser, teaser. Ensuite, j'ai vu Les Fantômes.
Et c'est la séance que j'ai le moins aimée, largement. Je suis pas un grand fan d'espionnage. Déjà quand c'est juste prétexte à l'action pure et dure qui est pas très intéressante. Coucou James Bond. Et je suis pas fan non plus d'espionnage, mais quand c'est plus calme et vraiment dans le renseignement, la fouille, plus thriller quoi que action. Mais alors, quand c'est raté, c'est une galère. Hein. Parce qu'en fait, c'est une histoire... c'est basé sur une histoire vraie. Alors faut que je me rappelle laquelle précisément, parce que je l'ai plus tout à fait en tête après un mois et quelques. En gros, c'est des réfugiés syriens qui ont fui leur pays après avoir été emprisonnés pour des raisons politiques et avoir vécu une peine de prison horrible avec un geôlier qui les a torturés tous les jours, littéralement. Et une partie d'entre eux, en fait, essaye de retrouver les différents bourreaux en se basant sur leur mémoire sensorielle, vu qu'ils avaient les yeux bouchés. Donc le potentiel est super intéressant, tu vois. Tu dois littéralement te replonger dans tes traumatismes pour te rappeler les habitudes, les odeurs, les bruits, le moindre élément que tu peux, hormis les yeux qui est censé être notre sens principal. Te plonger dans tes traumas à ce point pour pouvoir retrouver des personnes horribles et les faire tomber. Et là, malheureusement, c'est trop lent, ça tourne en rond, il n'y a pas de rebondissement, parce que, dès le début, en fait, le personnage principal a trouvé la personne qui pense être le bourreau, et le seul truc qu'il doit faire, en fait, c'est de prouver à ses coéquipiers que c'est bien lui. Et ça limite un peu le sujet, parce que ils sont juste chiants, il fait « Mais c'est lui, c'est sûr, j'ai plein d'infos, machin », et ils sont « Ah bah non, toi t'es en France, et normalement il est en Allemagne !» Ce qui est stupide, vu que c'est vraiment le seul élément à faire évoluer pour que le film se termine. Donc ça traîne pour pas grand chose. En plus de ça, on n'a pas de fin. Parce que au final, il arrive à trouver les infos qu'il faut. Ses alliés sont d'accord pour enfin y aller. Il donne les infos à la presse et c'est fini. Il manque genre un truc là pour finir, je crois. En plus de ça, il y a des fausses pistes avec possiblement un love interest et son trauma à elle, mais ça mène à rien. Donc je sais pas trop à quoi ça sert, mais pourquoi pas. J'ai beaucoup ri devant les réunions de notre petit groupe de renseignement, puisque pour être discret, ils font des sessions de jeux vidéo en ligne sur un jeu de guerre, internet message ou pas. Et ils discutent de choses d'espionnage sur le jeu vidéo. Sauf que de nous les montrer eux, avec des montages alternés ou des trucs comme ça, le seul truc qu'on voit, c'est une caméra posée dans le jeu, fixe, pendant toute la discussion, avec juste un gameplay horrible qui fait rien. C'est un peu un rire de dépit que j'ai eu. J'ai vu beaucoup de commentaires qui étaient contents du film et qui vantaient son côté plein de tension. Et j'en ai vraiment pas ressenti moi la tension. À un seul moment, apparemment, sur le mensonge de le tuer. Parce qu'à un moment, ils discutent vite fait, parce qu'ils se rapprochent 3 secondes et demie, le personnage et le bourreau, et voilà, ça part vite fait se tuer. Là, c'était le seul moment de tension, mais sinon, même quand ils se rapprochent de lui, ils sont juste posés, quoi. Les scènes sont longues, c'est dommage. C'est juste quelqu'un qui regarde quelqu'un, quoi. Avec pas beaucoup d'évolution et pas beaucoup d'intérêt supplémentaire. Ensuite, toujours au cinéma en vacances, j'ai enfin découvert Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est un film évidemment très connu et très reconnu français. Et ça fait belle lurette que je voulais le voir. Je connais le principe, je connais pas mal d'images. J'ai déjà vu des bouts par-ci par-là quand ça passait à la télé. Je me souviens surtout de la scène avec les flèches bleues.
que j'avais déjà vu à la télé, donc je me souviens très bien. Mais c'était génial à suivre. Je suis tellement content d'avoir enfin découvert le film, et en plus en salle c'était très sympa pour être en bonne condition, même pour un film plus vieux, parce que visuellement, le film il est super léché. Les cadres sont propres, les couleurs sont brillantes, ça m'a fait penser vraiment, tout le long du film, à du Wes Anderson, et ça me fait beaucoup rire, parce que genre t'as le côté fable. Bon, Wes Anderson c'est plus genre des gens qui racontent des histoires, dans lesquelles les gens racontent des histoires et ainsi de suite. Mais ça reste un peu le côté la vie normale, mais avec un petit peu de folie en plus. Et t'as le côté fable qui marche bien. Le rythme aussi. Les personnages parlent et bougent assez vite des deux côtés. Et comme je l'ai soulevé juste avant, au niveau des visuels, ça colle, les cadres très propres et les couleurs. Voilà. Et en plus, c'était plutôt drôle, ça c'était bien vu. Voilà. Le film est connu, reconnu, on va pas passer 1000 ans non plus dessus. Mais c'était très cool à voir. C'est l'histoire de la vie, tranquillement. Le cycle éternel. Ouais, je suis parti en blague, après j'ai fait chanter sérieusement. Je ne sais pas qui je suis en fait. Ça parle d'introversion de manière peut-être un peu trop poussée. Je sais que je suis introverti et que je tire totalement mon énergie du fait d'être seul et ça me demande de l'énergie d'être avec des gens. Ça, y a pas de souci là-dessus. Mais de là à avoir un tel monde intérieur coloré, optimiste, sans vouloir voir personne et tout, c'est trop bizarre. Mais ça marche bien, et ça parle d'amour et d'ouverture aussi. Il y a plein de sujets, c'est très cool. J'aime beaucoup les petites présentations de personnages à chaque fois. Dès que tu vois un nouveau personnage, ça dit qui c'est, son âge, son histoire, ses problèmes actuels et tout, c'est rigolo. D'autant plus que comme tout est prévu et bien construit, le moindre de ces éléments va servir. Hein. Par exemple, sa pote hôtesse de l'air qu'on ne voit jamais du film, bah même elle est utilisée de manière pertinente au final, et c'est plutôt rigolo. Pour une comédie romantique, c'est trop bien construit, trop bien visuellement, et trop good vibe à voir quoi, j'ai adoré. Ça c'est la France, ouais. France baise, ouais. Et ensuite, j'ai fini mon cinéma des vacances avec Gondola, qui est un film d'un pays. Hop là, ça c'est pertinent comme information. Euh, le... Ah. Le film se passe en Géorgie et le réalisateur est allemand. Donc c'est quand même des points qui font que j'aurais jamais vu le film s'il n'était pas au cinéma pendant les vacances et que j'avais 6 places à utiliser quoi. D'autant plus que sur la programmation c'était marqué VO, et donc je me suis dit oh bah tant pis on va le voir quand même, il a l'air plutôt cool. Et au début il n'y a pas eu de dialogue, en même temps il n'y a pas eu beaucoup de bruit, il n'y a pas eu de dialogue mais en même temps c'était parce que c'était une scène triste, tu vois. Sauf que quand ça a réellement commencé une fois l'enterrement terminé, il y avait toujours personne qui parlait. Parce que c'était un film muet sans que je sois au courant que c'en était un. Et ça, c'était rigolo. Le principe du film est sympathique. Dans un village en Géorgie, qui est un peu dans une cuvette de montagne, il y a un funiculaire entre les deux côtés de la montagne, avec deux œufs, quoi. Et les œufs passent leur temps à se croiser toute la journée. Et dans chacun d'eux, il y a une employée qui s'occupe de faire rentrer les gens, de fermer les portes, de faire partir, d'alerter, de faire payer, littéralement. Et donc c'est l'histoire de leur amour qui se crée à chacune de leurs rencontres au milieu du trajet, quoi, entre les deux montagnes. Et c'est très cool, il y a plein d'idées pour faire évoluer ça. Au début, elles jouent aux échecs à chaque fois qu'elles arrivent d'un côté. Ensuite, elles se font des danses, elles se font des musiques, elles se déguisent, elles déguisent même le véhicule, en navette spatiale, en avion, en bateau, il y a plein de trucs rigolos pour essayer de se faire remarquer. C'est très mignon de voir ça, et ça va même de plus en plus loin, parce qu'elles vont jusqu'à rouvrir le funiculaire à la nuit pour se faire des jeux un petit peu plus chauds que ceux que je viens de citer. Mais au final,
le film est un peu répétitif, on va pas se le cacher. Parce que c'est cette idée d'un bout à l'autre, avec très peu d'éléments autour. Donc l'idée se répète malgré les quelques décorations qu'il peut y avoir en plus. Et même les motifs musicaux se répètent. Ils sont pas très nombreux. Et dès qu'il y a un truc un peu romantique, il y a une musique. Dès qu'il y a un truc un peu drôle, il y a une musique. Donc même sur ça se répète un peu. Et c'est dommage sur un film si court de se répéter, mais l'idée était cool. C'est un peu simple pour l'antagoniste, parce que oui, il y en a un. Le chef du funiculaire qui voulait se faire une des deux employées, et qui se retrouve à être laissé pour compte. Voilà, il est méchant, il paye de manière stupide. En même temps, sur un film muet, c'était compliqué de faire beaucoup plus. Et en plus d'être amoureuses et agréables, elles sont gentilles avec le peuple en dessous d'eux, en écoutant leurs histoires funiculaires, en répondant à leurs demandes particulières, en les connaissant et en leur donnant plein d'argent à la fin. Donc c'était cool, plutôt mignon, et un beau film romantique et muet. Donc c'était une expérience très intéressante, avec de beaux décors. J'ai pris volontiers, même si j'étais très surpris au global. En rentrant de vacances, j'ai voulu rattraper quelques films sur Canal+. J'en ai rattrapé 3, le 19, le 20 et le 20 août. Et après, j'en ai pas regardé d'autres jusqu'à fin août. Évidemment. On part avec un film que j'ai pas aimé, et à chaque fois, c'est de mieux en mieux. Le film suivant est moyen, le film suivant, j'ai bien aimé. Le premier, c'est The Arctic Convoy. C'est encore une histoire vraie, et c'est encore pas très bien. Parce qu'en gros, on suit un bateau de ravitaillement pendant la Seconde Guerre. Et en fait, il perd assez vite tout son convoi et tous ses alliés. Et du coup, c'est littéralement un bateau d'approvisionnement tout seul, en zone de guerre, qui doit continuer sa mission pour pouvoir approvisionner littéralement tout un pays, mais qui est un peu coincé parce que de la glace, parce que des ennemis, parce que pas d'escorte, parce que compliqué mentalement être aussi seul. Donc encore une fois, j'ai oublié ce que je viens de dire, faut que je réécoute. Donc encore une fois, le potentiel et l'idée de base est plutôt cool, mais c'est sur la réalisation et la longueur que ça pêche de fou. Parce que ça pousse pas très très loin le stress et la difficulté des soldats, et c'est très dommage. Parce que comment tu veux faire un film intéressant où tout le monde est enfermé dans un bateau, doit faire face à ses choix de soldats, de patriotes, d'humains, en ayant des personnages qui n'existent pas vraiment? C'est donc compliqué à être intéressé par ce qui se passe dans ce film. Ça manque d'humains, ça manque de films, ça manque d'idées. C'est turbo dommage. Parce que y a pas assez de changements. Oui, ils sont coincés. Oui, ils sont pas d'accord avec cette situation. Et bah ça bouge pas et après ça va. La seule question un peu intéressante, c'est sur la suite, évidemment. Mais bah c'est très limité. Alors que pourtant ça pouvait être une anecdote sympa de la Seconde Guerre, quoi. Dommage. Ensuite, toujours en rentrant à la maison, j'ai vu Anti-Squat, qui était un peu meilleur, mais qui reste toujours très moyen dans le fond. Parce qu'en gros, le principe, c'est un bâtiment en construction pour les personnes en difficulté. Mais les personnes dedans sont pas vraiment des résidents, mais des personnes qui doivent bosser pour la communauté, pour le bâtiment. Parce que, comme ça coûte moins cher niveau entretien si c'est les gens qui y habitent qui l'entretiennent. C'est une sorte de cercle vertueux, ça coûte moins cher à la boîte qui fournit le bâtiment, et en aidant juste un petit peu, les personnes peuvent avoir un logement.
Mais le problème, c'est que c'est un principe qui est quand même très froid avec les humains, puisqu'ils sont là que pour leur travail finalement, et pas pour pouvoir habiter là, avoir une famille tranquillement. Et c'est voulu que ce soit froid, c'est le principe du film et de l'idée. Mais voir un film froid, c'est pas quelque chose que j'avais envie à ce moment-là, je crois, et ça est mal tombé. Parce qu'au final, tous les résidents doivent tout gérer, doivent respecter des règles, toutes, vraiment beaucoup trop de règles, ce qui complique un peu et leur vie et leur habitation, littéralement. Et ça montre quand même globalement que quand le capitalisme est pas loin, la gentillesse, ça pue bien la merde. Voilà. Parce que finalement, la boîte, elle est un peu horrible avec les résidents, puisque du coup, elle les pousse un peu trop loin, leur impose des règles pour les choisir vraiment stupides et forcées. Et en plus de ça, ils peuvent être très facilement virés dès lors que ça ne plaît pas, et c'est un peu dommage. Et le souci, c'est que même les salariés, dont notre personnage principal fait partie, se font avoir par toutes ces règles à utiliser, parce que finalement, elle aussi, elle a le bâtiment parce qu'elle respecte les règles. Et si elle les respecte pas, elle se fait dégager, et encore une fois, il n'y a pas le côté humain, et c'est super froid. Voilà, et en fait, après, elle se rend compte que ça va pas, elle se rapproche des résidents avec qui elle était assez loin, et après, ils font bouger les choses ensemble. C'est malheureusement une ligne très classique, un film très froid. L'ensemble est voulu, que ce soit froid, mais du coup, j'ai pas passé un moment passionnant non plus. C'est pas horrible, c'est fait de manière plutôt correcte, mais j'ai pas passé un moment excellent. Alors que derrière, j'ai vu le petit blond de la Casbah, et c'était quand même tout de suite meilleur. Alors que ça n'a pas de sens, que je trouve ça très bien, parce que c'est un film autobiographique, un peu du style The Fabelmans de Spielberg, que j'avais adoré en début d'année. La seule différence, c'est qu'ici, c'est par rapport à un auteur que je ne connais pas du tout. J'ai jamais entendu parler, je sais pas qui c'est, et il fait que parler de lui pendant toute la durée du film. Et pourtant, j'ai trouvé ça trop cool à suivre. Parce que le mec est passionné par le cinéma, autant la salle que les films, que réaliser des films, que travailler dedans, et c'est quelque chose qui me parle pas mal. Et déjà, rien qu'avoir une base à laquelle on s'accroche et avec laquelle on trouve des liens, c'est pratique pour apprécier les choses. Et derrière, le vrai gros sujet, c'est sa famille, parce qu'il vient d'Algérie, et que là-bas, la famille, c'est quand même quelque chose. On est très nombreux sous le même toit, on fait tout en famille, et c'est tout pour la famille, et ça marche très bien. Et puis ça offre de beaux moments. Certes, ils le comprennent pas tout le temps, parce que la passion pour le cinéma, c'est quand même bizarre, non ? Ça mène pas à grand-chose. Donc il doit essayer de faire ses preuves, de montrer que sa passion, c'est pas pour rien. Et ça marche plutôt bien, parce que sa famille reste quand même aimante et appréciable. Avec des beaux moments durs. Ah, ça montre bien les galères d'acceptation du pays, on va pas se cacher. Autant acceptation par la France, qui dit que l'Algérie lui appartient, mais fait aucun effort pour intégrer qui que ce soit. C'est quand même une logique à la con. Et qui pourtant est leur seul moyen de repli quand ça se passe mal dans le pays, ce qui arrive parce que il est pas très stable non plus. Et ce qui crée une sorte de joli drame quand même, avec toute la famille qui doit partir du jour au lendemain, avec très peu d'affaires, en oubliant les photos de famille auxquelles la mère tient énormément, puisque c'est quand même toute leur histoire et tous leurs souvenirs et toute leur famille. Donc c'est une belle façon de montrer à quel point les difficultés peuvent te construire. On a un gros côté nostalgique et évolution, avec le fait que le personnage principal revient dans sa ville longtemps après, une fois qu'il est connu avec son fils.
pour lui montrer où il a vécu, replonger dans les souvenirs de l'époque, des bâtiments, des personnes, des lieux, du cinéma. C'est très cool comme idée. Et puis même la fin est plutôt mignonne avec les photos qui reviennent. J'ai passé un très bon moment en vrai. Alors que c'est vraiment une autobiographie de quelqu'un dont j'avais jamais entendu parler. Ça me fait juste rire sur le principe. Et moi, j'adore rire. Quelle belle imitation. Et enfin, dernier film du mois d'août en salle avec un plus ou moins rattrapage, parce que ce film ça faisait quand même quelques temps qu'il était en salle. 2 mois, quelque chose comme ça. Puisque je suis allé voir Vice Versa 2. Qui était sympathique, mais qui a pour principal défaut de passer après Vice Versa 1, qui était plus sympathique. Parce qu'au final, le film est déjà vu. C'est les mêmes idées qui reviennent par rapport au premier film. Et il n'y a pas assez de changements. Les seuls changements, c'est plus d'émotion, mais déjà c'est bizarre niveau cohérence globale. Plus ça apporte pas grand chose de plus du tout, vu qu'il y en a qu'une qui est utilisée vraiment. Ce qui limite un peu les choses. Et sinon, dans le cortex cérébral, il y a l'estime de soi qui est ajoutée, qui fonctionne plutôt pas mal, genre avec un bain où tu mets les souvenirs, et les bons souvenirs créent ton estime de soi, c'est ok. Mais par contre, c'est beaucoup trop proche de la construction globale, on va pas se le cacher. Dans le 1, t'as Joa qui fait sa petite chef, qui dégage tristesse parce qu'elle dit que c'est inutile, après ils vivent une aventure ensemble, et après elle comprend que mélanger les émotions c'est quand même plus pratique parce que si t'as de la joie tout le temps, déjà ça peut être faux, et ensuite ça manque un peu d'intérêt, ça reste très lisse quoi si t'as une seule situation tout le temps. Et là dans le 2, tout le monde est heureux ensemble, mais il y a des nouvelles émotions, elle les accepte pas autant d'un côté que de l'autre. Anxiété, estime qu'il n'y a pas besoin des autres émotions, juste t'as besoin d'être inquiet pour la suite et c'est tout. Les vieilles partent en voyage, reviennent, et après tout le monde comprend qu'il faut mélanger les émotions. Ce qui est un petit peu chiant dans la construction globale, on va pas se le cacher. D'autant plus que là, avec la puberté, il y avait moyen d'apporter beaucoup plus de changements. Quand même, la puberté, c'est quelque chose d'important dans la construction des humains. Hein, on va pas se cacher que c'est là où on commence à se détacher un peu plus du cadre des parents. Parce que de toute façon, soit on se construit en accord avec ses parents, soit en opposition, t'as pas trop le choix, et pas trop entre deux. Mais là, du coup, il y avait beaucoup de changements à faire au sein de Riley, parce que ça reste un moment important. Et je pense que ça aurait pu se marcher sur un moment plus long qu'une après-midi, littéralement. Parce qu'en fait, elle a un problème, elle doit choisir entre ses anciennes amies qu'elle va voir pour la dernière fois, ou ses futurs amis qu'elle apprendra à connaître dans les futures années. Et c'est le seul choix qu'elle trouve difficile au début de sa puberté. Ce qui me paraît assez étrange, on va pas se le cacher. C'est limité quoi. C'est cool de voir plus d'émotions, même si au final, du coup, à part anxiété, elles sont pas trop existantes. Genre, pourquoi est-ce que... Gêne, je sais plus comment il s'appelle. Le gros truc tout rose là, qui est dans sa capuche. Aide les vieilles émotions, on sait pas trop. Pourquoi est-ce que anxiété pète un énorme câble aussi grand et se fait ramener du bon côté de la raison aussi facilement aussi. Et en plus, il n'y a pas trop de drama qui a été apporté dans le 1 par Bill Bong. Et là, il n'y a pas de truc de ce genre-là et c'est un petit peu dommage. Mais bon, comme le film a Banana Outi, le film reste très bon. Nous attaquons ensuite la partie manga qui nous présente 12 tomes avec seulement 2 sorties fin août parce que les mois de juillet et d'août sont quand même un peu plus légers niveau sortie avec un énorme trou de mi-juillet à mi-août globalement. Et on a
profiter de ce temps-là pour faire une grosse partie rattrapage avec 10 volumes. On va voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. Par exemple, on a commencé avec Undead Unluck tome 18 et c'était bien. Voilà, allez, tome suivant. Non, on est toujours dans la deuxième partie du manga où on fait bien un nouveau tour des personnages pour nous les représenter clairement. Ici, c'est les personnages de Billy et de Phil qui sont à l'honneur. Billy, il avait déjà été dans la première partie, très largement. Hein. C'est un personnage qui a changé de camp, qui avait un pouvoir qui l'a forcé à faire ce choix, qui a une histoire très fusionnelle avec Tatiana, qui racontait beaucoup de choses. Et pendant ce temps-là, il y a Phil qui il n'a rien fait parce qu'il est muet et qu'il n'a pas d'émotion. Donc pour raconter des trucs avec, une fois que c'est fait, c'est compliqué. Et j'aurais un souci principal avec ce volume, c'est le fait que les deux sont assez proches dans leur solitude. Ils ont un peu tous les deux des pouvoirs qui les isolent et qui fait que personne ne peut trop les comprendre. Ne pas avoir de sentiments, plus être un robot, plus être né dans l'espace, ça t'isole beaucoup. Et faire la guerre en faisant confiance à personne de faible et en portant le poids de tout sur tes épaules, c'est pas tout à fait la même raison, mais les deux sont très proches de leur solitude, et avoir les deux dans le même tome, c'est un peu con. Voilà, mais comme je disais, l'idée de base est différente, donc ça va. Et en plus de ça, on a Shaun et Gigi qui complètent bien le quatuor des personnages les plus importants du volume, et qui sont très cool, parce qu'ils veulent tous les deux faire leurs preuves, montrer qu'ils sont utiles, qu'ils n'ont pas respecté toutes les règles, et ça marche bien. Un peu trop bien. C'est un de mes autres soucis du volume, c'est très simple, alors que c'est vraiment le bordel. Ils ont terminé une guerre, et genre, ils étaient sur une sorte de plaque volante qui s'est écrasée sur la Terre, aucun souci. Ils sont allés dans l'espace, aucun souci. Ils ont affronté les aliens invincibles, aucun souci. Ils sont rentrés sur Terre, aucun souci. Ça fait beaucoup de trucs qui se passent très bien, alors que c'est quand même le bordel et des grosses actions. À un moment, Foucault est peut-être un peu trop cheaté, on sait pas. Ouais, là, il n'y a pas que elle pour le coup qui agit et qui sait quoi faire, mais bon. Mais voilà, l'arc de l'espace était plutôt cool, ça change très clairement de contexte par rapport au reste de la série. Et en plus, on a pas mal de questions sur les sentiments de Phil, qui marchent bien, vu que le personnage jusqu'ici n'avait pas réellement d'existence. Ça permet facilement de lui en créer une, en montrant que il a des sentiments. Juste, ils sont cachés, mais ils sont extrêmement forts. Mais mon problème, c'est que c'est toujours pas un bon personnage, parce qu'il est super lisse. Ben, forcément, il a des émotions, mais il peut pas les montrer, et c'est ça que les aliens veulent. C'est voulu qu'il soit lisse, mais il est pas intéressant, du coup, vu qu'il est lisse. Mais après, il reste quand même plus réussi que dans la première boucle, à voir si ça ira mieux dans la suite. J'ai déjà lu la suite et la réponse est non. Après, Phil redisparaît à nouveau. Donc il aura été un peu cool pendant un demi-tome sur toute la série. C'est un petit peu dommage. Derrière, j'ai repris mon rattrapage de la série Le Sommet des Dieux. Et je l'ai... je l'ai même terminé avec les volumes 3, 4, 5. Je m'étais acheté le premier volume du coup en mars, avec mon petit cadeau de fin de contrat. Et j'avais rattrapé le deuxième tome, je ne sais plus quand, sans doute le mois dernier. Et là, les 3 suivants. Le troisième était assez moyen. Alors, je vous avouerai que j'ai lu les 3 d'affilée, c'est un peu mélangé dans ma tête, je dois plus lire mes notes et moins faire de mémoire. Moyen. Alors, parce que le volume est fonctionnel, c'est pas inintéressant, c'est ok, mais ça manque quand même globalement de grimpe et d'hommes qui vont jusqu'au bout de leur folie, de leurs idées, de leurs rêves et de grimpe, ce qu'on avait dans les 2 premiers volumes et qu'on retrouve dans les 2 suivants.
Mais en même temps, si c'est pour avoir le fil rouge, c'est quand même plus pratique de poser un peu les choses et de faire avancer plus rapidement l'enquête que jusqu'ici. Parce que finalement, notre personnage principal retrouve enfin Abu, qui le poursuivait depuis belle lurette. On apprend que c'est toujours un malade de la grimpe. En même temps, il n'y a pas le choix. Quand t'es un homme comme ça, c'est... ton esprit est accaparé par ça et il pourra jamais le quitter. Il dit adieu à sa vieille vie. Il a un plan de fou, mais il n'est pas encore lancé, puisqu'il veut faire l'Everest, il me semble. Il veut faire l'Everest sans équipement, sans personne, sur la pire phase, dans la pire saison, parce que c'est un malade mental. Mais sinon, en dehors de ça, t'as des histoires de kidnapping, des histoires de rotation d'infos à Katmandou, ce genre de trucs. Mais moi, je suis pas très espionnage thriller, alors que le côté montagne me plaît plus. Donc c'est pour ça que j'ai été un peu freiné par le volume que j'ai fini par trouver assez long. Mais on a un potentiel de fou pour la suite et fin, avec une nouvelle montée magique surpuissante et qui est son ultime rêve pour l'instant, avec en plus de ça notre personnage principal qui essaierait de le suivre pour documenter et prendre des photos. Ce qui donc permettrait de rassembler un peu les différents éléments des fils rouges qu'on a vus jusqu'ici, et d'offrir un sacré final. Ensuite, j'ai lu le volume 4, que j'ai déjà plus apprécié, que j'ai trouvé vraiment puissant. Je crois que c'est le terme approprié. C'est puissant, véritablement. Ça veut rien dire ce que j'ai écrit. Encore un bordel bien sauvé pour l'appareil qui arrive. Je crois, de mémoire, qu'avant de sortir de la montagne, il y avait encore un bordel lié au fil rouge, à l'enquête et au thriller. Mais que c'est assez rapide et que ça va plutôt bien. Mais c'est pas quand même quelque chose qui me plaît beaucoup plus. Par contre, avoir la montée finale qui se lance, avec littéralement chacun de son côté, chacun fait sa grimpe, ce qui d'un côté est un sacré objectif et montre à quel point il est exceptionnel, et qui de l'autre n'est que les conséquences de son objectif, et qui montre à quel point il pousse pour quelqu'un qui est pas préparé et qui est tout à fait normal. C'est trop cool à voir, même si, évidemment, les dangers que créent leurs différences de niveau et d'objectifs, c'est très bien montré. Le retard qu'il prend rapidement, le fait qu'il le voit de très loin puis qu'il le voit plus, le fait qu'il se mette dans la merde tout le temps, le fait qu'il arrive à suivre les traces mais que limite, ce genre de truc ça marche trop bien. D'autant plus que ça le fout quand même bien dans la merde, il est très proche de la mort, et il l'attend presque assidûment puisqu'il sait que personne ne viendra le sauver. On lui a dit, on grimpe de son côté, aucun souci là-dessus. Et évidemment, Abu Joji est un malade. Il a son objectif, certes, mais il peut pas laisser mourir un humain après ce qui lui est arrivé plus tôt dans le récit. Et donc on a le droit à de magnifiques moments. Et en montagne solo, puisque c'est très vide et très dangereux. Et en montagne duo, puisque c'est face à quelqu'un de surréaliste, un surhomme, autant par la pensée que par la puissance, et c'est trop cool à voir. En plus de ça, il y a pas mal de suspense sur leur survie, ou sur ceux qu'ils vont découvrir en grimpant. Ensuite et enfin, on a assez logiquement terminé cette aventure avec le 5e et dernier volume du Sommet des Dieux. Mon premier Jiro Taniguchi, d'ailleurs, soit dit en passant, je ne l'avais pas dit jusqu'ici aujourd'hui. Et ce dernier volume était tout aussi bon que son prédécesseur. Je l'ai même trouvé assez surprenant, on va pas se le cacher. Parce que finalement, on quitte assez vite la montagne dans ce volume, et c'est ça qui m'a surpris. Parce que d'abord, on suit Abu Joji, suivre sa grande aventure qui est très stylée et exceptionnelle. Il a réussi évidemment à atteindre son objectif de fou furieux, et ça fait quand même extrêmement plaisir à voir. D'autant plus qu'on a des dernières très bonnes images, et
une très belle valorisation du fait de croire en ses rêves et de pousser toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, vous l'avez. Mais par contre, derrière, Fukamachi n'a plus de nouvelles de Abu Joji et se pose plein de questions sur sa survie et surtout sur sa réussite ou non. Et le problème qu'on a, nous lecteurs, c'est que nous on a la réponse. Je suis pas auteur, hein, mais j'aurais pas fait ça comme ça. On aurait continué de suivre Fukamachi, il rentrait dans son pays, sans avoir l'info de la réussite ou de sa survie. Il arrive plus à vivre et veut grimper seul et découvrir tous les secrets comme ce qu'il y a dans le manga qui est excellent. C'est trop agréable de le voir essayer de mener une vie normale, puis être totalement pris par la montagne, donc s'entraîner, y retourner, y aller à fond, y aller tout seul, c'est éprouvant, c'est prenant, c'est trop cool de voir à quel point il a évolué grâce à Abu. Et en haut, il découvre la même chose qu'il découvre dans son aventure, et là, on a le flashback d'Abu Joji. Le problème, c'est que ça fait qu'on a la conclusion d'Abu Joji après celle de Fukamachi, en fonctionnant comme ça, et donc c'est assez étrange. Mais bon, en même temps, tu vois, Fukamachi, il la rejoint, il apprend la vérité, puis lui repart tranquillement et porte haut et fier les étincelles de ces hommes fous et de cette énorme brochette d'hommes exceptionnels. Ça marchait peut-être mieux pour moi dans cette construction-là. Mais bon, ça reste un très bon volume, très surprenant et très cool, et une série très intéressante au final. Un peu de mal à rentrer dedans parce qu'elle est quand même bordélique à sauter d'un sujet à l'autre entre l'enquête, les flashbacks par-ci par-là et plein d'hommes différents présentés au départ. Jusqu'à avoir un deuxième tome excellent, un troisième un peu longué parce que moins sur la grimpe et un peu plus sur le fil rouge d'enquête. Pour finir sur 2 derniers tomes éprouvants et exceptionnels de grimpe. Derrière, j'ai également trouvé sur Vinted JoJo's Bizarre Adventure Battle Tendency, donc la partie 2, à un prix tout à fait correct. Donc je les ai évidemment achetés et je les ai lus du 29 au 31. Et c'était quand même moyen. Parce qu'au final, si on fait ça rapidement, le premier je l'ai trouvé mauvais. Le 2, 3, 4, 6 et 7, j'ai trouvé moyen. Et le 5, j'ai trouvé bon. C'est assez limité. C'est la deuxième partie que je lis. Mais sinon, avec l'animé, je suis allé jusqu'à la partie 6. Donc je sais ce qui se passe, je connais. Pas de soucis là-dessus. Et c'est un peu la galère. Et là, je ne saurais pas séparer précisément les tomes, donc je vais me servir encore une fois de mes petites notes. Pour le volume 1, pourquoi j'ai écrit ça ? Le combat reprend doucement. Ouais, bon, l'histoire reprend doucement, quoi, tranquillement, on va dire. Il y a 1 ou 2 combats, mais pas beaucoup plus dans ce volume-là. C'est très doux comme départ, c'est normal. Joseph est sympa et bien vivant. Pour l'instant, parce que, bon, c'est quand même un peu limité. On a les vampires qui reviennent. Et en plus de ça, on a leur créateur aussi. Car on a littéralement des nazis dans le manga. Et qu'ils sont stupides à tout vouloir analyser et tout vouloir en faire des armes. Ce qui se retourne contre eux et leur cause bien des problèmes. Mais ce volume a pas mal de problèmes. C'est-à-dire qu'il est lent. Oh, il est lent ce lait. C'est beaucoup de mise en place sans qu'il y ait la place, justement, au personnage. Joseph est pas super intéressant. Il maîtrise déjà très bien l'onde. Il a aucune peur. Il casse les couilles totalement en disant hey, tu vas dire cette phrase. Et après le méchant l'a dit. Voilà, tu vas dire cette phrase. Et après le méchant l'a dit. Il a que des
de divination, littéralement, de ce qui va se passer après, c'est trop chiant. Il est beaucoup trop en maîtrise sur des trucs qui sont improbables et insupportables. Ça fait que le personnage a littéralement rien à apprendre et n'a pas grand intérêt. Puisqu'il est, très coincé par le fait d'être aussi sûr de lui tout le temps. Alors, c'est son héritage qui veut ça, hein, sa famille a appris, donc il en profite un peu. Mais c'est poussé un peu trop loin, ce qui donne un premier volume vieux, mais ça reste mimi et pas non plus catastrophique. Pour ce qui est du volume 2, c'était meilleur, d'où le fait que j'ai dit que c'était moyen. Il affronte littéralement et gagne déjà contre un des 3 hommes du pilier, ce qui est un petit peu rapide, mais le combat était plutôt sympathique et plutôt original. On a un beau rattrapage du personnage du Nazi qui est un humain plutôt sympa, celui-là pour le coup. Ce qui est étrange. Quel est le message que veut faire passer Araki avec ce personnage-là? Je ne sais pas trop, mais écoute, il est là. Le personnage et le message. Et on a Jojo qui est toujours super malin et facile. Donc qui est toujours très limité et très chiant, on va pas se le cacher. Mais il commence à être un peu plus en difficulté, cette fois face à Kaiser, César, avec qui il forme un duo plutôt sympathique. Ah ok, je me suis trompé. C'est là qu'il y a les 3 piliers qui sortent, donc ça c'était un pilier à part dans le premier combat. Donc oui, en Italie, il retrouve 3 piliers d'un coup. Il y a César, qui est un grand homme par ses sentiments et par le fait de faire vraiment le malin face à Jojo, et qui se fait avoir par le plus faible des 3 piliers. Heureusement qu'il y a Jojo qui est là pour faire diversion et l'aider. Voilà. Leur rivalité est pas encore très poussée, mais c'est là où il est le plus en difficulté, donc c'est plus intéressant pour Jojo. Sinon, contre les piliers, il est toujours facile. Et cette fois, le tome est rapide, il y a beaucoup de choses différentes. C'est fou d'avoir autant inversé le rythme des 2 volumes. Mais écoute, c'est comme ça. Mais ça reste toujours assez peu poussé et assez limité. Petite pause dans Jojo, avec le tome 12 d'Egrégor, qui est le pire manga que j'ai lu ce mois-ci, on va pas se le cacher. C'est un manga de medieval fantasy qui se fait passer pour du Game of Thrones dans les postface des premiers volumes, mais on est tellement loin du niveau. D'autant plus qu'on était censé terminer la première partie, et pourquoi pas mon calvaire en même temps, au volume 10, et que ça fait plusieurs fois qu'on le décale. Là, le flashback, c'est bien le dernier élément de cette partie, après avoir fait un tour de plein de pays différents la dernière fois, c'était inintéressant. Là, on a un flashback sur la mère du personnage principal. C'est pas beaucoup plus intéressant, et en plus, il dure plus d'un volume, vu que là, il est pas terminé. Et donc, cette partie 1 ne se termine jamais. Parce que du coup, là, pendant tout le volume, on a un flashback sur la mère du personnage principal, et sur leur village, d'il y a 26 puis 19 ans. On suit 12 milliards de sujets. Genre, on voit la naissance de Rost, qui est lié à un inconnu avec des cheveux rouges, et après, il y a une petite tension entre un mec qui voulait choper cette femme-là et cet inconnu. T'as la sœur du personnage du flashback qui va chez les méchants, mais ça raconte rien. Ça parle évidemment pas mal de famille, hein, vu que c'est lié à la famille de Foa, et que ça reste un truc important dans les petits villages de ce genre-là. Ça parle d'amour et de jalousie, ce qui est des sujets plutôt humains et qui peuvent être cool. Et pourtant, ça c'est juste des prétextes qui sont un peu pas très intéressants et pas très poussés, pas très réussis, pour continuer de lancer environ 1 milliard de lore par seconde. Ce qui est beaucoup trop, hein. L'univers est beaucoup trop poussé, les personnages, tout ça c'est très relou, il y a beaucoup de choses, c'est très lourd, pour finalement raconter une histoire pas passionnante dessus. C'est insupportable, je kiffe pas du tout, le volume précédent m'était tombé des mains du même genre également.
Et avant, il n'y a pas eu vraiment de volume où j'ai fait waouh, mais c'est génial ici. Donc j'ai juste envie de dire au secours, j'en ai marre. Et j'attends toujours la fin de la première partie avec grande hâte. Avant de jeter tous mes tomes au feu, littéralement, je pense. Nous reprenons notre aventure bizarre de Jojo. En fait, j'allais dire aventure de base, donc c'est marrant. Avec le 3ème volume, qui était pas mal. Il est moyen également aussi, mais c'est tout. Parce que Jojo affronte Cars, et il s'en sort mentalement, on va dire. Parce que physiquement, il est large en dessous, niveau connaissance, niveau pouvoir, niveau tout, il est en dessous. Mais comme il a un mental et qu'il est malin, bah il s'en sort. Avec des plans à la Moineux qui a tout prévu en avance sur 18 000 coups, même les dialogues du méchant. Ce qui est beaucoup trop poussé et très chiant. Et derrière, c'est l'arc entraînement de l'œuvre. Et il est très simple. Il rencontre leur professeur, qui est donc Lisa, qui est limitée et insultée, et pas très passionnante pour l'instant. Parce qu'en mieux d'être une jolie femme et avoir de l'onde, bon, c'est pas très poussé. On leur fait monter un pilier où ils doivent utiliser leur onde tout le long. Ça fait très penser à Naruto, qui du coup est sorti après pour le coup. Mais c'est quand même moins cool, parce que si t'es malin dans ton utilisation, même en étant moins fort, tu peux t'en sortir. Et il y a vraiment des idées à la con et des plans qui sont toujours farfelus pour nous faire des faux coups de pute. Genre, t'as une sorte de gros jet d'huile qui tranche en deux et qui te tue. Jojo disparaît dedans, t'es en mode ah bah non, il doit être trop mort ou quoi. Et en fait, il a glissé le long du jet pour aller se jeter contre le mur qui est loin du pilier pour pouvoir après remonter là où il y a moins de pression pour reglisser dessus. Ouais, de fou. Il est trop malin d'avoir pensé à tout ça. Mais en fait, du coup, le manga au global, il fait un peu trop le malin justement, et c'est ça qui me détache totalement des personnages. Parce que c'est tellement un petit malin que bah, il peut rien avoir quoi. Ça marche bien, mais bah, c'est pas une dingue, comme disent les jeunes. Directement, on enchaîne avec le volume 4 de JoJo's Bizarre Adventure Battle Tendency. Le point positif, c'est que ça s'enchaîne super vite. On passe très vite de la découverte à un homme du pilier, à un rival, à 3 hommes du pilier, à un entraînement, à l'enchaînement électro-combat du pilier. Ça s'enchaîne super vite. Et ça se lit quand même comme du petit pain parce que c'est très facile. Mais même c'est un peu trop facile, parce que ça fait que les personnages et ce qui leur arrive, c'est soit précipité, soit mal justifié, soit pas intéressant. Joseph en tête. On a Jojo en difficulté contre un des hommes des piliers qui vient les attaquer directement sur leur camp d'entraînement. Mais en fait, il avait tout prévu, c'était son plan depuis le début de faire croire qu'il était en danger pour pouvoir gagner. Quel gros cerveau. Et surtout, quel gros casse-couille. Parce que le coup de je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. C'est pas censé être une bonne chose pour être intéressant, hein. On a déjà dit, les faux coups de pute et les personnages qui savent tout à l'avance, c'est pas passionnant. Derrière, il y a eu un passage que j'ai plutôt aimé. Parce que le pilier, plutôt que de s'avouer vaincu, est allé prendre en otage l'assistante, qui est le personnage le plus faible sur la zone d'entraînement. Et c'est plutôt cool, parce que ça apporte un peu d'humain, à reconnaître la différence entre une humaine normale et une humaine possédée par le pilier, avec le pouvoir des relations qui empêchent un peu de la sauver correctement, mais qui en même temps font qu'on veut la sauver correctement. Et derrière, bam, ça enchaîne sans s'arrêter du tout pour filer en Suisse, avec 3S évidemment, parce que je sais grave écrire. Il y a Stroheim, le Nazi, qui est de retour pour le plaisir de personne, parce que ça reste un Nazi, et que, hormis avoir un peu un sens de sacrifice, bon, merci. On a un faux suspense sur ce Stroheim. Je sais plus pourquoi, je suppose qu'à un moment on a dû faire croire qu'il était mort au niveau de la caverne de glace, genre en forme de précipice là.
et avec des trucs à la con, genre une pile de stalactites qui lui sert de corde parce qu'il arrive à utiliser l'onde tout le long des stalactites alors qu'il s'était pas collé. Bref, ce genre de truc bizarre. Et directement on a un deuxième combat, avec encore et toujours du mind game, pas intéressant direct, bien sûr. Un tome, Mimi, beaucoup de choses, les combats qui passent, malgré leur gros problème du personnage principal, et de son fonctionnement de base. Une belle réussite avec Suzy-Q, et un retour qui n'était pas attendu, mais qui est de retour. Hein. Derrière, c'est enfin le meilleur tome de cette partie-là. Parce que il prend le temps de montrer les personnages, en fait. Fou ça. On développe enfin César, parce que jusqu'ici, bon, on n'avait rien. Parce que, hormis être un peu arrogant avec Jojo, parce qu'il a de l'avance dans l'entraînement, et être énervé quand un pote à lui se fait tuer, ça reste assez limité. Mais là, ça parle quand même du poids de sa famille, qui est quand même plus lourd à porter que celui de Jojo, parce que Jojo, ben, il y a eu des morts, certes, mais il y a quand même eu des beaux cadeaux, avec l'onde et le fait d'être sûr de soi. Là, les cadeaux, bah, c'est de devoir protéger les Jojo et de protéger le monde, comme le grand-père et comme le père, et donc le poids est quand même plus lourd à porter. Le problème, c'est que ça le fait replonger dans la haine de se replonger dans ses souvenirs, et bah il se jette dans un piège et il meurt. Araki, ça se voit les personnages que tu veux tuer du coup si tu les développes juste avant. Là il y a un indice là. C'est un peu pas fou comme timing. Il y avait d'autres moments avant pour développer César, je pense, plutôt qu'au moment de le tuer seconde 1 de manière directe et facile. Mais en même temps, bah ça marche, c'est un Zeppeli. Il est là pour servir de faire valoir au Jojo, leur ouvrir la voie en étant en avance, puis en retard, puis en l'aidant quand même jusqu'au bout. Mais ça reste dommage de s'en séparer parce que Joseph est quand même plus intéressant en duo que tout seul. Et que finalement ça sert juste à délayer encore un petit peu le plan final et c'est à peu près tout. Mais bon, bah, au moins il y a eu une belle présentation de lui avant sa mort. Puis ça reste très efficace au total comme volume. Ça utilise mieux les persos, évidemment, et c'est ça qui me manquait. Et ça utilise même mieux les difficultés, entre guillemets, parce que je parle des fausses difficultés, hein. Celles où ils sont dans la merde alors qu'ils le sont pas. Et comme c'est mieux utilisé, c'est quand même plus appréciable, enfin. Derrière, j'ai lu le volume 6, bien évidemment, et on est revenu au niveau moyen. Parce qu'on a 2 ennemis encore à affronter, 2 personnages principaux, 2 tomes. Du coup, bah, on a un tome pour un combat. Au secours, c'est beaucoup trop long! Mais ça va, le combat reste plutôt mimi. C'est un très bon choix de mots. Parce qu'il est plutôt original, avec cette idée d'avoir des chevaux dans une arène, et des armes qui changent tous les tours, et que tu peux prendre si t'es plus rapide, et comme tant t'es pas obligé de prendre. Il y a une belle construction du combat, on va dire. Mais par contre, moi qui me plains des... Je savais que tu savais que je savais que tu savais qu'il y a depuis le début de la série. Là, c'est un peu trop. Le combat entier est basé sur ça. Au lieu de juste faire la course et te taper dessus, ils sont tout le temps en mode « Ah, là c'est sûr que tu vas attaquer sur le bord de l'arène, donc si je me place là, et que j'attends que tu attaques pour ensuite attaquer dans le même sens, je vais t'avoir. Bref, j'ai plus d'idées, mais c'est un peu trop poussé, c'est un peu long. Mais, niveau personnage, ça marche très bien. Les adversaires s'apprécient, ça se voit, ils se respectent, au moins dans leurs idées ou dans l'effort des hommes forts. Bon, c'est un peu genre virilité toxique, on va pas se le cacher. Mais ça reste cool à voir des ennemis qui se respectent. Pas jusqu'à comprendre, parce qu'il y en a un qui est un humain tout faible et l'autre qui est un putain d'homme immortel qui veut faire des choses bizarres. Alors après j'ai noté, mais les yeux, les arbalètes, les grosses bouboules. Ça doit être des bouts d'attaque, les armes qui ont apporté des idées trop sympathiques et trop nouvelles, qui étaient très sympas. Donc justement j'ai dit, c'est sympa, mais alors le rythme global est trop bizarre. Et ça, oui.
Le premier tome est lent, il se passe rien. Le deuxième, ils sont en difficulté, ils s'entraînent. Le troisième, ils s'entraînent. Le quatrième, ils font un combat au pif. Le cinquième, on raconte une histoire puis quelqu'un meurt. Et le sixième et le septième, c'est un seul combat. Et le rythme global de la série est trop étrange, on va pas se le cacher. Peut-être parce que c'est une série uniquement d'action et qui est pas basée sur le moindre autre élément pour compléter. Et c'est un petit peu dommage, parce que Jojo n'a pas que ça à proposer. Évidemment, nous avons terminé cette aventure bizarre de Jojo, j'ai fait la blague je crois, avec le 7ème et dernier volume de Battle Tendency, qui est tout à fait Undancy. Ah, c'est affreux comme blague. On a encore un long combat dans le volume, qui est presque uniquement consacré à ça. C'est le dernier des 3 piliers, il est énorme et stylé et fort, mais il perd de manière super simple et super con à cause d'un tour à la con avec une corde. C'est dommage de faire ça à la nuit finale. Oui, il met Lisa à l'amende avec une corde, puis Jojo se sert de la corde, fait croire qu'il est piégé, mais en fait c'est l'autre qui est piégé et il se fait avoir, voilà. C'est décevant. Derrière, on a les révélations sur qui est Lisa, révélation qui avait été teasée dans les 2 volumes précédents, quelque chose comme ça, pas beaucoup plus loin. Ouais, bah c'est peut-être un peu trop une histoire de famille à un moment, on sait pas. C'est peut-être un poil limité. Hein. Mais de toute façon, c'est très vite coupé pour lancer le round 2, parce que finalement, les personnages sont pas au courant de cette histoire. Les personnages principaux concernés en tout cas. Ce qui fait que nous on sait, les personnages non, on n'a pas leur réaction, parce qu'encore une fois, on n'a pas de personnages dans cette partie. Et donc, c'est compliqué de la rendre intéressante. Et le nouveau pilier pour le round 2 est beaucoup trop fort. C'est une créature immortelle qui mélange des bouts de plein de créatures différentes pour être exceptionnelle et paraître un humanoïde nul. Mais c'est pas grave, parce que Jojo, il a tout prévu. Genre un avion, des piranhas, un nazi, un volcan, un envoi vers l'espace, et c'est beaucoup trop, hein. Et je me rends compte, une fois qu'il a fait ce dernier combat, d'à quel point c'est abusé, comme il a jamais galéré. Je découvre un peu en parallèle les scans de Steel Ball Run, et les personnages ont pris cher, hein. Ils ont des monstres qui sont partis, ils sont morts, ils sont dans la galère. Bon après du coup c'est un peu simple de les voir autant souffrir puis être soignés, hein, on va pas se le cacher, que c'est peut-être un peu trop dans l'autre sens. Mais là vraiment, Jojo, pas une blessure, pas une difficulté, parce que toutes les difficultés c'est du jeu, il est semblant et il s'en sert. Le seul truc un peu dur c'est perdre César, mais en même temps César il l'a connu 3 secondes et demie et ils étaient pas si potes que ça. Donc c'est étrange. La fin est facile, mais l'aventure était ok. Et dans le final, on nous fait quelques petites lignes sur chacun des personnages qui sont apparus. Même ceux qui sont apparus 3 secondes dans le tome 1. Genre Erina, la grand-mère de Joseph, la copine de Jonathan. On apprend vite fait ce qui lui arrive dans la suite. On a Smokey, je crois. Le petit personnage qui l'aide dans le volume 1. Mais on s'en fout, parce qu'il savait rien dans la série, en fait. Le nazi, qui est mort à la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est un nazi. Je comprends toujours pas l'intérêt de ce personnage et le réel message derrière, d'en faire un des personnages principaux, avec un sens aigu de sacrifice. Mais bon, on va dire que c'est ok. Voilà, au final, c'est pas non plus une partie que j'ai surkiffé, mais je prends volontiers dans ma collection, parce que c'est quand même une étape essentielle de la série. Alors, mes souvenirs de la partie 1 sont pas frais, parce qu'ils datent de quand je les ai achetés d'occasion, et ça fait un petit moment déjà, mais je crois que je préfère la 1, on va pas se le cacher. Je trouve celle-là assez lourde, je sais pas si vous avez remarqué. Ensuite, on passe à la partie roman.
Le mois précédent nous a débloqué parce qu'on a enfin terminé ça, volume 1, qui était affreux et qui nous a fait galérer pendant très longtemps. Et surtout, on a profité des vacances pour lire 3 romans assez courts, parce que depuis que je suis rentré de vacances, c'est un roman de la même longueur sur lequel je suis. J'ai pas beaucoup avancé, on va pas se le cacher. J'ai donc découvert La mystérieuse affaire de Styles, qui date de 1920, parce que j'ai eu envie de découvrir les romans d'Agatha Christie, un peu par curiosité curieuse, plus que par réelle passion, parce que comme j'ai déjà dit plusieurs fois dans cet épisode, il me semble, je suis pas un grand fan de thriller et d'espionnage. Et là, bah, elle a littéralement 2 types d'œuvres, soit des livres à enquête, donc des thrillers, soit des romans d'espionnage. Donc dans les thèmes, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Et justement, ce roman-là est ok. Dans l'idée, ça me fait un peu penser à ma découverte de Hitchcock du début d'année. Parce que déjà dans le genre, mettre du suspense dans le film ou dans le roman, c'est rigolo. Dans le vieux culte, 1920 pour Agatha Christie, 1950 à 70 pour Hitchcock. Niveau des domaines, c'est pas pareil. Il y en a un, c'est une de mes grandes passions, le cinéma. L'autre, c'est les romans, qui j'en lis, mais compliqué quoi. Les deux, c'est cool à découvrir, mais les deux, ça... J'ai écrit c'est bof Cali, mais la phrase est horrible. Ça me convainc pas forcément. C'est mieux dit. Parce qu'au final, l'intrigue et l'enquête fonctionnent, mais avoir 8 personnages dans les suspects en seulement 200 pages, c'est compliqué et très chaud. D'autant plus qu'il faut réussir à présenter Poirot et son acolyte. Ça force un rythme assez soutenu et une caractérisation pas assez puissante et efficace pour que ça soit passionnant. Les indices marchent très bien, parce qu'ils sont logiques quand expliqués avec le contexte au final, mais pas évidents quand même, parce que tu penses pas à les prendre dans ce sens-là. T'es plus comme le narrateur inutile qui pue la merde, qui sert juste de faire valoir inutile à Poirot et à nous faire perdre du temps, mais bon. Mais mon plus gros souci avec ce roman, c'est Hercule Poirot lui-même. Et c'est compliqué quand c'est le personnage principal de l'autrice. Je le trouve très nul. Il est désagréable, il fait beaucoup trop le malin, et en plus, il fait une suite d'actions assez étrange. Parce que, en plus de résoudre l'enquête, c'est quand même son métier, il fait conseiller matrimonial en essayant de réparer un couple en faisant faire des épreuves horribles pour les rapprocher, alors que s'ils sont plus ensemble, c'est qu'il y a une raison et qu'il faut peut-être pas forcer, mais ça c'est peut-être parce qu'il y en a 100 ans d'écart avec cette histoire. Et en plus de ça, il a disculpé le suspect principal pour le sculpter juste après, parce que il fallait qu'il passe par un moment où il était innocenté pour éviter des soucis juridiques et pour le rendre plus faible. Ah bah super pour les fausses pistes, ça serait pas un peu du forcing ça par hasard? J'ai passé un moment étrange, quoi, on va dire. Il y a du potentiel pour un truc à énigme, j'ai pas trouvé ça horrible. Mais alors, faut changer de personnage principal, faut dégager le narrateur qui sert à rien, et peut-être mettre plus de concentration sur l'enquête en elle-même. Mais bon, je propose ça comme ça. Et justement, derrière, j'ai terminé Mr. Brown, qui date de 1922, donc 2 années plus tard, qui est sur les personnages de Tuppence et Tommy, qui sont également des personnages sur lesquels Agatha Christie a fait plusieurs romans, très loin d'en avoir autant que Poirot, évidemment, et même que Miss Marple, si je ne m'abuse. Mais ils sont récurrents aussi, et ils sont surtout beaucoup plus agréables. Ils sont pas nuls,
ils sont pas méchants, ils sont sûrs d'eux, certes, mais sans être arrogants ni désagréables avec les autres, ce qui est quand même plus appréciable que cet horrible Poirot. Mais en même temps, c'est un peu aidé par le fait qu'ils sont jeunes, qu'ils sortent tous les deux de métiers qu'ils voulaient pas faire pendant la guerre, qu'ils essayent juste de se remplumer un peu en récupérant un peu d'argent, et tombent sans le vouloir dans une histoire d'espionnage, mais qu'ils vont quand même aller jusqu'au bout, parce que ils découvrent au fur et à mesure, ça leur plaît, et ils ont envie de connaître la suite, ils ont envie de sauver les gens, ils évoluent, ils enquêtent, ils se mettent en danger, d'abord pour l'argent, évidemment, mais puis même pour le bien global. Autant de ce que ça va apporter au pays de réussir leur mission que des personnes directement qu'ils vont sauver. Et en plus, ça reste quand même plus simple à suivre que le précédent, malgré les retournements de situation qu'il y a, surtout à la fin, sur 3 révélations d'identité qui étaient plus ou moins cachées et qui sont plus ou moins vraies. Mais ça marche bien pour le surprendre plusieurs fois sur la fin. Et même l'idée de base de Mr. Brown, elle est trop cool. C'est littéralement le chef d'une mafia qui a plein d'idées, plein de plans pour gagner de l'argent, créer de l'insécurité et prendre le contrôle de pas mal de choses. Et il fait ça en se déguisant en troufion dans les gens qu'il contrôle. C'est trop cool de se montrer aussi peu. Et j'ai passé un très bon moment avec. Par contre, moi qui ai fait le lien avec Hitchcock, avec le roman précédent, ici c'est beaucoup plus pertinent, on va pas se le cacher. Parce que là, le fait d'avoir littéralement un film d'espionnage et d'enquête, c'est très Hitchcock plus que un huis clos avec un cadavre. Et derrière, on a lu un troisième et dernier Agatha Christie, le deuxième d'Hercule Poirot. Celui-ci c'est Le Crime du Golfe, sorti en 1923. Et c'est dommage. Parce qu'au final, c'est comme le premier. C'est moyen, il y a le potentiel, mais ça se perd dans des éléments qui me plaisent pas tant que ça, pour offrir une globalité que je trouve un peu lourdingue. Parce que Poirot est, je pense même, encore plus désagréable qu'avant, parce qu'il a des plans de fou à se concentrer sur des mini bouts de tuyaux à la con, en étant désagréable avec tout le monde. Vous voyez les gros indices, mais pas les petits bouts de tuyaux, vous êtes vraiment nuls ou quoi? Et en plus, il a toujours raison. C'est insupportable de donner raison à un personnage qui est aussi désagréable avec tout le monde, sans qu'on ait de réelles preuves que ça soit mérité. Avec des gens qui feraient vraiment mal leur travail. Oui, ils voient pas les mini-indices, mais ils font pas rien, ils font pas mal. Puis surtout, voir un bout de tuyau et penser que en fait c'est quelqu'un qui est devenu un tuyau, et en fait son grand-père c'était le père du tuyau, et donc ça a créé un problème. C'est un peu trop, les gars. Hastings, le narrateur qui sert de faire valoir pourri, est toujours aussi inutile, on va pas se le cacher. Mais heureusement, il trouve l'amour dans ce volume et va donc disparaître. À voir si Poirot se trouve un nouveau narrateur qui serait plus intéressant, ou si Poirot en narrateur pur fonctionnerait mieux, qui se permettrait d'être un peu moins désagréable, je ne sais pas, mais ça serait bien. Mais mon problème, c'est que en si peu de pages, il y a encore beaucoup trop de choses dans les surprises. On a 1000 retournements avec 1000 personnages, avec 1000 identités secrètes. Ça devient assez lourd à suivre par rapport à la facilité de Mr. Brown. Parce qu'à vouloir faire trop compliqué avec beaucoup de personnages et beaucoup de trucs différents, on peut se perdre et être moins pertinent. Et c'est ce qui arrive un petit peu. L'idée globale du drame est plus intéressante que dans l'affaire de Styles, parce qu'elle est quand même moins évidente, parce que dans Styles, on a le vrai suspect, c'est juste Poirot qui à un moment dit « Non mais c'est bon, on a une santé, tout va bien », avant de dire que c'est vraiment lui, ce qui est très con comme façon de nous piéger. Là, il y a un vrai jeu quand même, parce qu'il y a à la fois une vraie et une fausse mort, un vrai et un faux crime,
parce que beaucoup de personnages avaient des plans très différents. Et ça offre des surprises quand même plutôt sympas dans la globalité, avec une bonne idée globale. De jouer sur le faux et le vrai, de jouer sur le drame et le plan pour devenir riche. Et surtout, on est toujours face à un truc moyen, mais le potentiel est toujours là. À voir comment Poirot s'en sort tout seul. À voir comment Poirot s'en sort dans plus de 2 volumes qui étaient censés le présenter, en plus de faire les enquêtes. Et à voir comment Agatha Christie s'en sort après plus de 3 romans. Sachant qu'elle en a écrit beaucoup dans sa vie et qu'elle a ces 3 romans de jeunesse, quoi, en soi. Et enfin, pour terminer ce mois d'août et cet épisode, nous allons passer par la partie série, qui n'est pas toujours remplie, effectivement. Mais ce mois-ci, il y en a 2 que j'ai terminées, et qui étaient bonnes, toutes les 2, donc plutôt cool. Le 25 août, j'ai regardé La Petite Morte, donc la saison 4 de La Petite Mort, en entier, directement sur YouTube. J'ai attendu que tout soit disponible pour pouvoir m'enquiller ça tranquillement, parce que les épisodes sont pas très longs, donc là un rythme d'épisode par semaine c'est un petit peu lourd, et ça aurait été dommage. Après je suis un peu con, parce que mon premier point littéralement dans ma mini-critique c'est peut-être un poil rapide, mais peut-être que ça joue dans le fait d'avoir tout enchaîné, je sais pas. Mais c'est vrai qu'au final, si tu prends tous les épisodes d'affilée, ça reste pas très long. Et du coup, les choses doivent aller plutôt vite. Quand les personnages doivent évoluer, quand les personnages doivent moins s'entendre, quand les personnages doivent plus s'entendre, ça va très vite. Mais, hormis ce souci de rythme, c'était très bien. On a un très beau renouvellement, après toute l'histoire de La Petite Mort sur les 3 premières saisons, avec le fait qu'il voulait pas devenir la mort, puis qu'il l'est un peu devenu, puis qu'il a pris son indépendance. Il y avait plein de trucs très cool. Et là, du coup, on suit sa petite fille, littéralement, avec pas mal de sujets, parce que le fils de Petite Mort, c'est un sac à merde. Et donc, être sa fille à lui, assez compliqué. Parce que le père, du coup, il est horriblement méchant, il est terriblement misogyne, il est méchant avec tout le monde et n'importe quoi. Tout ce qu'il pense c'est faucher, avoir un fils pour faucher. Ce qui limite un peu les interactions, hormis violentes quand t'essayes de le mettre sur le droit chemin en étant sa femme, ou quand t'essayes d'être forte, indépendante et une fille. Est-ce qu'il y aurait pas un léger message transgenre ? On sait pas. Voilà. Mais au final, cette petite fille toute mignonne, toute indépendante et toute sûre d'elle, c'est elle qui va aider sa mère à se libérer, en lui montrant qu'il y a d'autres modes de pensée qui sont possibles, plutôt que de juste se laisser faire par cet horrible homme qui veut gérer absolument tout, être le grand boss et décider pour les autres de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est la logique à respecter. Donc c'est quand même des choses qu'on aimerait bien éviter. On a des très bonnes blagues et des très bons personnages qui aident beaucoup le scénario au final. Le meilleur pote de Petite Morte, il est trop cool. C'est tellement triste son histoire. Il perd ses parents pour une raison à la con, il s'en rend pas vraiment compte, après il vit tout seul, puis dans la niche du chien, puis dans la rue. Oh, c'est horrible ce qui lui arrive. Puis après il se fait détester par Papa Mort, évidemment, et il est dans la merde. Après il participe à Fort Boyard et tout. Trop chiant comme vie, quoi. Il y a des très bonnes blagues entre le meilleur pote de Papa Mort qui est un tueur en série, qui a beaucoup de bonnes choses, le moment où ils vont chez lui, le harcèlement à l'école qui est bien mené aussi, la vie horrible du petit jeune qui prend tout ça très bien. On a des très bons persos. Et une belle évolution du père à la fin. Évidemment, il est toujours en tort et ses idées sont toujours éclatées. Mais il se rend compte que peut-être que lui aussi, il rentre pas dans les carcans de pureté et de logique ultime qu'il vantait depuis le début. Et c'est plutôt rigolo. Qu'il le prête pas mal et qu'il accepte ça plutôt facilement. C'est évidemment très girl power, mais ça fait plaisir à suivre,
pour un domaine qui était exclusivement réservé aux hommes sur les 3 premières saisons. Et du coup, ça apporte une belle évolution de l'univers qu'on suivait, avec une école pour les enfants des différents dieux de la mort de plein de religions, cultes, pays, pensées. Et une belle révolte de l'esprit féminin dans un domaine qui est purement masculin, et ça marche très bien. Et derrière, dernière œuvre de ce mois-ci, j'ai visionné la nouvelle saison 1 de Doctor Who, selon l'appellation de Disney+. Sinon, c'est la 14e, pour ceux qui préfèrent cette numérotation-là, peu importe. La première saison de Ncuti Gatwa. Il me semble que j'ai regardé la saison 13 en début d'année, quelque chose comme ça, puis les épisodes spéciaux, puis les épisodes des 50 ans, et là j'ai enchaîné l'épisode de Noël et les 2 premiers épisodes avant de partir en vacances, et en rentrant, là j'ai enchaîné les épisodes 3 à 8, ce qui a fait un bon découpage de la saison et qui l'a un peu étalé dans le temps, ce qui fait quand même plaisir. Au final, on a une saison assez simple. Les fils rouges sont pas très poussés, puisque c'est Ruby, orpheline, qui cherche sa mère. C'est mentionné dans l'épisode 1, évidemment, puisque c'est lié aux bébés qui se font voler. C'est dans les 2 derniers épisodes, évidemment, parce qu'il faut conclure. Et sinon, bon, c'est à peine mentionné sur les 6 autres, quoi, on va pas se le cacher. Et les autres fils rouges sortent un peu plus de nulle part. Il y en a un qui est cool dans l'idée quand même, d'avoir une actrice très très secondaire qui apparaît dans des rôles différents dans chaque épisode. Ça arrive, tu vois, dans une série à petit budget, mais là en passant chez Disney, c'est plus une série à petit budget, et donc c'est qu'il y a un but derrière, et bon, le but c'est assez décevant au final, mais l'idée de base était plutôt cool, même si du coup la fin est bizarre. Et le fait que les personnages s'y intéressent d'un coup sans prévenir personne, c'est étrange aussi. Vilaine scène coupée. Mais le fait de pas avoir trop de fil rouge, c'est aussi lié à la rapidité de la saison. Il n'y a que 9 épisodes quand on suit de Noël, ce qui est assez peu pour les standards de Doctor Who. Et en plus de ça, les épisodes ils font que 40 minutes, ce qui est assez peu pour les standards de Doctor Who. Donc au final, c'est compliqué de pousser plus loin. Et le concept de l'épisode et fil rouge. Donc au final, le fait qu'il n'y ait pas trop de fil rouge, c'est explicable. Et en même temps, pour une saison 1, c'est pratique pour représenter l'univers tranquillement, pour représenter le docteur, représenter les compagnons. Logique. L'épisode de Noël était sympa, sans plus, il y en a eu des bien meilleurs, et là on a mis un peu l'ambiance Noël un peu mignonne. Et la chanson des gobelins, j'en retiens pas grand chose. Évidemment, l'alchimie entre Ruby et le docteur qui sont très réussis dès le début. Pas intéressant, mais ils sont mignons séparément et ensemble encore plus. Au final, j'ai trouvé tous les épisodes au moins sympas, sauf celui avec les bébés, donc littéralement l'épisode 1. Ce qui est dommage de commencer par ça. J'en ai un peu rien eu à foutre de ce vaisseau contrôlé par des bébés et de leurs petites histoires, qui fait que j'ai un peu décroché et pas tout suivi, et donc j'ai été encore plus mis de côté. Mes épisodes préférés, c'est Boom et 73 Yards, donc les épisodes de 3 et 4, que j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien, les concepts sont cool. Il y en a un, tu coinces le docteur sur une mine, et tu fais bouger les choses autour pour essayer de le faire stresser et le faire faire une erreur sur la mine, avec plein de bonnes idées de SF. Genre une compagnie qui crée une fausse guerre pour pouvoir continuer à vendre ses produits. Et des produits qui sont trop cool. Genre des ambulances qui se déplacent. Genre des cadavres qui sont compactés dans des petits tubes et qui peuvent raconter des histoires. Il y a plein d'idées trop cool, j'ai adoré cet épisode. Et le suspense. Et évidemment, le coup des fausses morts, c'est un peu relou. Et dans ces épisodes comme ça, faut aussi attendre. Même si c'est pas sur le personnage auquel on aurait pu imaginer en premier lieu. Et 73 Yards est trop cool. On a Ruby toute seule, qui doit faire face à une malédiction qui est genre plus ou moins la peur de la solitude et de l'abandon, comme elle l'a eu de la part de sa mère biologique.
puisque une dame la suit partout à 73 yards d'elle et fait fuir absolument tout le monde de la vie de Ruby. Ce qui est trop cool comme principe d'épisode. Et en plus de ça, ça nous rajoute un politique pour montrer qu'il fait de la merde et que c'est en l'empêchant que Ruby fait une bonne action. Et après, il est trop cool, il y a du suspense, ça fait à peine peur, c'est trop sympa. Même sur les autres, hein, Dot and Bubble, je trouve trop cool. Rogue, ça va. Et Abbey Road, le truc avec les Beatles et Maestro est très cool aussi. Et même le final, moi j'ai bien aimé. Alors sans doute aidé par le fait d'avoir un peu enchaîné la fin et de pas avoir attendu une semaine à chaque fois. C'est les retours d'un personnage que je connaissais pas, qui a bien évolué. Il tue beaucoup de monde, on va pas se le cacher, et se fait avoir derrière par contre un peu facilement. Les conclusions sont compliquées quand t'es face à des dieux, mais le reste est très cool. Voilà ce que j'ai écrit. Gros suspense sur l'apparition du méchant. L'épisode 7 est trop cool. La montée du suspense, la montée de la tension, avec l'identité qui se dévoile petit à petit, et les choses qui la concernent, très sympa. Il est trop fort, c'est très sympa, et il perd comme une merde, parce qu'il est passionné par le secret de Ruby, et il est tellement passionné par ça qu'il se fait avoir par une laisse, et après il se fait trimballer partout, et comme il sème la mort sur quelque chose qui est déjà mort, bah ça sème la vie en fait. C'est très facile. Mais en même temps, bah, quand t'as une saison rapide et sans fil rouge, bah, t'es obligé d'être facile comme ça. Voilà. Parce qu'au final, l'intrigue de Ruby, c'est l'importance que les gens lui donnent qui est la véritable intrigue, plutôt que les réponses derrière. Ce qui est un bon pied de nez. Et en même temps, il y a des trucs qui n'ont pas servi encore. Hein. Miss Floud, la voisine, qui a fait un clin d'œil à la caméra et par de Tardis qu'elle connaissait pas dans l'épisode de Noël, elle réapparaît toute fin de la saison pour nous reparler à la caméra et dire ça continue hein. Donc il y a encore du chemin à faire. Mais bref, bon moment, belle aventure, ça reste sympa et je suis content d'avoir repris un peu plus assidûment la série en ayant rattrapé la 13 en début d'année. Bref, épisode plutôt court en soi. Parce que là je vais être à 2 heures d'enregistrement, mais il sera bien plus court une fois retiré les silences. Merci à tous de l'avoir suivi, évidemment. On se retrouve prochainement pour l'épisode de septembre. Et après on reprendra un rythme normal d'un épisode par mois. Il serait temps. N'hésitez pas, bien sûr, à me partager vos avis sur ce que vous avez découvert en août ou sur les œuvres dont j'ai parlé aujourd'hui. On se retrouve donc le mois prochain, on se retrouve bientôt pour l'épisode de septembre, on se retrouve sans doute un jour sur Twitch, sinon j'ai mes chaînes YouTube quoi pour voir les trucs que j'ai déjà sortis. Et j'espère un jour sortir un petit truc surprise que j'ai commencé un peu à écrire au boulot, oups, mince faut pas dire ça. Mais bref, on se capte très vite je pense sur internet, d'ici là portez-vous bien, faites-vous plaisir, à commémorer bientôt.